Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui on est jeudi 10 décembre, je viens d'éteindre la télé, le père Castex vient de faire ses nouvelles annonces. Donc 2020 décidément, confinement, déconfinement, reconfinement. On s'en sort pas mais bon, on va essayer de rester optimiste. Donc là en fait je reviens pour faire une nouvelle vidéo. T'as vu, j'ai investi dans un petit micro et tout. Parce qu'en réalité, cette vidéo-là, j'ai envie de vous la faire depuis, je crois, le mois d'octobre. Donc, si t'es pas au courant, si tu débarques, là, j'ai fait une première vidéo au mois de septembre dans laquelle j'explique que j'ai perdu mon travail d'agent de voyage cette année suite à la crise du Covid. Et suite à cette vidéo, j'ai eu quelques messages privés d'agents de voyage principalement qui me demandaient en fait comment ça s'était passé, est-ce que j'avais négocié mon départ ou pas, etc. Beaucoup de messages aussi très angoissants, très anxiogènes de personnes qui ont peur de la suite. Ça m'a beaucoup touchée parce que franchement, je sentais la détresse, mais vraiment littéralement la détresse dans ces messages-là. Donc, comme tu as vu, j'ai investi dans un petit micro pour te faire une vidéo un peu carrée, un peu qualitative, même si je continue quand même de filmer avec mon téléphone. Je suis désolée pour la qualité des images, mais en tout cas, j'espère que pour le son, ce sera mieux. Et en fait, dans cette vidéo, je vais te donner quelques pistes, quelques clés qui vont t'aider à négocier ton départ. Alors, cette vidéo-là, elle n'est pas exclusivement réservée aux agents de voyage ou aux professionnels du tourisme, parce que malheureusement, cette année, on est nombreux à avoir perdu notre travail ou alors nombreux à avoir un petit peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et donc là, les conseils que je vais te donner, j'espère qu'ils seront le plus concrets possible pour te donner un petit peu des outils pour négocier. Alors, ce qui est bien avec YouTube, c'est que j'ai plein de statistiques sur qui tu es. Donc je sais très bien que toi qui me regardes, il y a de fortes chances pour que tu sois une femme entre 30 et 45 ans. Donc a priori, t'es pas né de la dernière pluie. Je vais certainement enfoncer des portes ouvertes dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Je vais en tout cas essayer d'être le plus clair et la plus concise possible. On va réfléchir ensemble, surtout toute seule, parce que là je parle toute seule. En réalité, c'est vrai que je voulais que ce soit vraiment carré, je voulais écrire la vidéo pour te donner vraiment pour t'en mettre plein la vue et pour t'aider et te guider dans ta négociation, mais en réalité, je sais pas faire. Je préfère parler directement sans notes et puis te parler comme à une amie, te donner des conseils comme si tu étais ma copine et que je te conseillais pour t'aider à t'en sortir au mieux. Alors, on va essayer de faire deux parties. Bon, la première partie, rapidement, qu'est-ce qu'une rupture conventionnelle, puisque moi je suis partie dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Donc qu'est-ce qu'une rupture conventionnelle, comment ça se négocie, on va dire le côté technique de la rupture conventionnelle. Et dans une seconde partie, qui pour moi est la plus intéressante, on va parler d'argent. Comment négocier, qu'est-ce que tu peux négocier, qu'est-ce qu'implique la rupture conventionnelle par la suite, quelles sont les indemnités de Pôle emploi, quel est le délai de carence, etc., etc. Donc cette deuxième partie, je pense que ça va être la plus intéressante pour toi. Alors c'est parti. La rupture conventionnelle. Je vais t'expliquer dans les grandes lignes ce que c'est. Moi, j'avais regardé la vidéo YouTube d'une juriste ou une avocate, je sais plus, qui rentre vraiment dans le détail. C'est une vidéo assez longue et qui t'explique vraiment comment la rupture conventionnelle est mise en place, qui rentre dans le détail technique et juridique. Je te retrouverai le lien de la vidéo et je le mettrai en dessous là, dans la barre d'infos. Comme ça, tu pourras cliquer dessus et regarder cette vidéo avec attention et prendre tes notes. Donc, globalement, la rupture conventionnelle, c'est un accord, c'est une négociation, c'est une décision prise en commun entre ton employeur et toi. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord pour partir dans le cadre d'une rupture conventionnelle, tu peux refuser. Ça n'est pas une obligation.
En revanche, si ton employeur vient vers toi pour te proposer une rupture conventionnelle, moi je te suggère fortement de l'accepter parce que tout simplement il veut se séparer de toi. Donc comme dans n'importe quelle rupture, même si c'est difficile à accepter, il faut avancer. Et moi je te conseille fortement de l'envisager comme une magnifique porte de sortie, comme surtout une façon de partir non conflictuelle. Et je pense que dans ce contexte-là, ça ne se refuse pas. Que tu sois en CDI ou pas, de toute façon, tu n'es pas intouchable. Que tu sois irréprochable ou pas dans ton travail, ça n'a rien à voir. La rupture conventionnelle, c'est mettre fin au contrat en CDI d'une personne et c'est une des seules façons de procéder. Donc la rupture conventionnelle, c'est donc un accord entre ton employeur et toi pour mettre fin à ton contrat de travail. Alors à partir du moment où tu es d'accord sur l'idée, il faut que la procédure soit homologuée par la directe, qui est anciennement l'inspection du travail. Ça prend environ 1 mois pour valider la procédure. Et même au cours de ce mois-là, si jamais toi tu as des regrets et tu veux revenir en arrière, tu as le droit en fait d'annuler la procédure dans ce délai-là d'1 mois. Donc, prenons l'exemple concret, si au 4 janvier, tu te mets d'accord sur une rupture conventionnelle avec ton employeur, tu peux partir effectivement le 4 ou le 5 février techniquement, mais tu peux aussi te mettre d'accord pour quitter ton entreprise, je sais pas moi, le 4 avril. Donc la date réelle de fin de contrat, c'est à voir avec ton employeur. Ça dépend en fait de toi, de tes projets. Je sais pas si tu es en recherche d'appartement, que tu as besoin à nouveau de fiches de paye à mettre en avant. Négocie en fonction de toi, de ta vie. Voilà, donc cette première partie-là est clôturée. Je suis désolée, je parle trop. Ce sera certainement un peu éclaté, mais j'espère que, en tout cas, tu auras compris que voilà, la rupture conventionnelle, c'est quelque chose qui n'est pas censé être conflictuel, c'est censé être un accord et un échange libre. Donc, prends le temps de la réflexion. Moi, ce que je conseille, c'est que à l'issue du premier appel, quand ton RH ou ton patron t'appelle pour te proposer une rupture conventionnelle, plutôt que de réagir un petit peu dans l'excès, essaye de te contenir et tu peux tout simplement avancer la phrase type à avancer en entreprise, c'est la suivante. Voilà, n'hésite pas à dire que voilà, tu prends note de ce qu'on te dit, mais que tu ne souhaites pas réagir à chaud, que tu préfères d'abord réfléchir et revenir par la suite pour discuter éventuellement pour discuter tout court. Pourquoi pour discuter, il n'y a pas pour en discuter plus tard. Voilà. Donc ça, c'était pour la première partie concernant la rupture conventionnelle. Dans cette deuxième partie, on va parler d'argent. Alors, la rupture conventionnelle, elle te donne droit à des indemnités légales. Les indemnités légales dans le cadre d'une rupture conventionnelle, elles sont calculées de manière très simple. C'est 1/4 de ton salaire brut par année d'ancienneté. Alors si tu gagnes 2 000 € brut par mois et que tu es salarié de ton entreprise depuis 4 ans, c'est très simple, tes indemnités légales s'élèvent donc à 2 000 € net. À cela, il faudra ajouter tes indemnités de congés payés. Donc voilà, si tu les as pas prises, tu as 25 CP et tu additionnes donc tes 25 CP à ces 2 000 € net d'indemnité. Alors, comment négocier au mieux? C'est vraiment la question centrale. C'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de mal avec l'argent en France en général. On a du mal à définir sa valeur, on a du mal à parler d'argent. Je vais te donner un outil, je vais te donner en fait quelques clés sur la façon dont ton employeur va raisonner. Alors, je réfléchis en même temps, je suis désolée, mais j'ai vraiment envie que ce soit clair pour toi. Finalement, j'aurais peut-être dû l'écrire cette vidéo. Alors, dans l'esprit de ton employeur, qui vient te voir pour te proposer une rupture conventionnelle, donc lui, il a tout intérêt à ce que tu partes. Parce que c'est assez difficile à dire quand même, mais tu lui rapportes plus en dehors de sa société qu'au sein de sa société.
C'est comme ça, il y a énormément de choses qui nous dépassent, mais voilà, c'est la réalité du marché du travail, surtout cette année en plus. Donc, lui, il va vouloir te donner, évidemment, le moins d'argent possible. Il veut que tu sois OK pour partir, et lui, il va se baser sur le fait que tout doit se faire en douceur, et que si tu refuses de partir, il va effectivement te menacer d'une procédure. Une procédure au prud'homme, hein, sous-entendu, je te licencie pour faute, quelle qu'elle soit, je sais pas moi, non-atteinte de tes objectifs, retard, ou que sais-je. Donc c'est pas anodin en fait, hein, cette petite menace sous-jacente, parce qu'en réalité, ton employeur va se baser sur les barèmes d'indemnité. Depuis 2016, le barème d'indemnité des prud'hommes est plafonné. Notre cher président a fait modifier la loi, et donc maintenant, si un jour tu es amené à aller au prud'homme, c'est fini, hein, les 1 an, 2 ans, 3 ans d'indemnité, 3 ans de salaire d'indemnité, etc. Maintenant, c'est ridicule. Il y a un barème, le barème Macron plafonne en fait les indemnités que tu peux toucher si tu vas au prud'homme et que tu gagnes ton procès. Donc pour les entreprises de plus de 11 salariés, le barème il est assez simple à comprendre. À partir du moment où tu as un minimum 2 ans d'ancienneté, jusqu'à de 2 ans à 20 ans à 30 ans d'ancienneté, le minimum que tu peux percevoir des prud'hommes, c'est 3 mois de salaire brut, et le maximum va varier en fonction de ton ancienneté. Donc ton employeur, en fait, il va avoir en tête le risque prud'homial que tu représentes. C'est-à-dire qu'un salarié qui est là depuis 4 ans représente, en termes de risque pour l'employeur, une indemnité maximum au niveau des prud'hommes c'est 4 mois de salaire. Donc 4 mois de salaire brut, c'est-à-dire 8 000 €. Garde ce chiffre en tête, parce que ton employeur, il veut trouver un accord avec toi, et si tu refuses de partir, il va te menacer d'une procédure. Évidemment que tu ne vas pas le suivre dans ce délire-là, puisqu'il n'y aura jamais de procédure. S'il te propose de partir en négociant, c'est qu'en réalité, il est open lui aussi pour que tu partes. Donc, c'est intéressant. On va rester sur cet exemple-là concret, c'est-à-dire que tu as 4 ans d'ancienneté dans ta boîte. La loi t'autorise donc à 2 000 € d'indemnité légale, et ton employeur, lui, va se dire qu'il y a une marge de négociation jusqu'à 8 000 €. Donc ça, c'est déjà pas mal, ça te donne un petit peu une tendance. 8 000 €, c'est mieux que 2 000. Donc en tout cas, toi, tu peux avoir déjà ça en tête. Très bien. Moi, je te conseille également de surfer sur cette année 2020 qui a été catastrophique. Donc j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que toi également tu te poses des questions sur ton avenir, que certainement au cours de ces 12 derniers mois, tu as subi du chômage total ou partiel. Et donc, moi je te conseille d'utiliser cette année pour ta négociation. Alors, dans ta stratégie de négociation, tu peux aussi avancer le fait que cette année, tu as perdu surtout de l'argent sur ton salaire à cause du chômage partiel. Alors effectivement, si tu as perdu 200 € par mois cette année, tu peux demander, ça fait donc 2 400 € sur l'année, tu peux aussi ajouter cette somme à ta négociation. C'est une façon de faire. Il y a une autre façon aussi de procéder en entonnoir, toute simple, par exemple, te baser sur tes futures indemnités de Pôle emploi. On va prendre un exemple avec des comptes ronds, parce que sinon moi je vais pas m'en sortir. On va partir sur l'idée que par exemple, sur l'année 2019, tu as déclaré 23 000 € de salaire annuel. Très bien. Tes futures indemnités de Pôle emploi, on va dire que tu vas percevoir 1 000 € par mois sur 12 mois, ça fait donc 12 000 €. Tu fais le différentiel, 23 moins 12, donc en gros tu vas avoir une perte de revenus de 13 000 €. Alors également, il faut que tu gardes en tête que le fait de signer une rupture conventionnelle va te donner droit à des indemnités de chômage.
C'est-à-dire que tu quittes ton emploi, mais tu ne vas pas te retrouver sans rien. Donc pour connaître en fait le montant de ta future indemnité auprès de Pôle emploi, il y a un simulateur qui est très bien fait, que Pôle emploi met à disposition. J'essaierai de te mettre un lien aussi en dessous de cette vidéo pour que tu puisses te figurer le montant de tes indemnités. C'est calculé sur les 12 derniers mois. Donc il y a un calcul qui est fait, je ne sais pas comment il est fait, mais en tout cas le simulateur te donnera le montant de tes futures indemnités journalières auprès de Pôle emploi. C'est très important d'avoir ces éléments-là en main quand tu vas rentrer dans la négociation. Parce que évidemment, il ne faut pas partir avec le minimum que la loi t'autorise. Évidemment, là tu vas rentrer dans un jeu de négociation et le but du jeu, c'est que tu partes avec des indemnités les plus importantes possibles. Alors, je vais t'expliquer un petit peu comment tu peux négocier ce montant-là. Donc, tu vois, là, il y a deux façons d'envisager les choses. Donc, soit tu pars de l'idée que tu vas perdre de l'argent dans le futur. Donc, tu fais le ratio sur ce que tu vas perdre. Voilà, le ratio, il est rapide à faire entre ce que tu as gagné sur l'année 2019 et ce que tu vas percevoir de Pôle emploi. Tu demandes le delta. Ou alors, tu te bases sur la façon de raisonner de l'employeur, qui est à savoir le risque prud'homal que tu représentes, auquel tu additionnes tes indemnités légales. À peu de choses près, on arrive à la même somme, en fait, finalement. Mais c'est vraiment pour un petit peu, comment dirais-je, te donner vraiment les grandes lignes, les grandes tendances. Voilà, à un moment donné, vous allez vous retrouver sur un chiffre, et puis c'est très bien, mais en tout cas, l'idée, c'est de ne pas rester sur le minimum que la loi prévoit, puisque de toute façon, tu as une ouverture dans la réflexion. Quoi d'autre ? Quoi te dire d'autre de très important? C'est que, ah oui, effectivement, n'oublie pas que une fois que tu auras quitté ton emploi, effectivement, tu as le droit au chômage, mais attention, les indemnités supralégales que tu vas négocier sont soumises à un délai de carence avec Pôle emploi. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai quitté mon emploi là en septembre, j'ai pas été indemnisée tout de suite en octobre. Il y a un délai de carence qui est assez conséquent en fonction de ce que tu as perçu et qui se calcule de la manière suivante. Moi j'avais cherché cette information, je ne l'ai pas eue, mais je l'ai eue en main qu'à partir du moment où j'étais réellement inscrite et on m'a envoyé tous les documents. Et là effectivement on t'adresse tous les textes de loi et les méthodes de calcul. Alors le délai de carence de Pôle emploi, il prend en compte 3 éléments. Le premier, c'est le délai de création de ton dossier. C'est 7 jours incompressibles, auxquels il va falloir que tu rajoutes les jours de CP qui te seront payés. Alors, si on te paye 25 jours de CP, ça ne se traduit pas par 25 jours de carence. C'est beaucoup plus que ça, puisque quand tu es en congé payé, tu es payé plus qu'une journée normale, donc ça se traduit sur une durée plus longue. Donc grosso modo, le calcul, je te remettrai la formule de calcul là quelque part si j'y pense au montage, mais en gros, 25 jours de CP, c'est traduit par une quarantaine de jours de carence. 45 je crois dans mon cas, c'était 45 jours de délai de carence. Et le dernier point, c'est des jours qui sont... C'est lié en fait à tes indemnités supralégales. C'est-à-dire que tout ce que tu vas percevoir de plus que ce que la loi t'autorise sera traduit en journée de carence auprès de Pôle emploi. Alors, le calcul, ça reste quand même un mystère. Ils n'expliquent pas tellement comment ils calculent les choses, mais pour te rassurer, le délai maximum de carence, il est de 150 jours. Le délai de carence maximal, il est de 150 jours. Mais 150 jours qui inclut les 7 jours de création de ton dossier et le calcul de tes CP. C'est-à-dire que maximum, tu peux avoir un délai de carence maximum d'environ 5 mois.
Ça te donne une tendance, ça te permet aussi, toi, de réfléchir à comment tu vas négocier, la somme que tu vas négocier, puisque tu vas avoir quand même environ 4 à 5 mois où tu ne vas rien percevoir. Donc, c'est à toi de faire tes calculs dans la gestion, dans ce que tu dépenses, dans tes frais, tes frais fixes, etc. Je ne vais pas t'expliquer la vie. On a dit que tu avais entre 30 et 45 ans, donc normalement, tu sais tout ça. Mais en tout cas, c'est bien de l'avoir en tête parce que si tu négocies pas trop, il va rien te rester en fait finalement sur ce petit capital. L'idée, c'est quand même que tu partes avec une somme que tu as méritée et qu'il te reste un petit peu d'argent, après ce délai de carence pour toi. Bon, alors j'ai quand même l'impression d'avoir donné beaucoup d'informations et peut-être pas forcément de manière très claire. Mais j'espère que si quand même. Si on récapitule, la première chose à faire, c'est, je pense, calculer tes futures indemnités Pôle emploi. C'est sur cette base-là que tu vas pouvoir aussi te projeter et sur cette base-là que tu vas pouvoir négocier. Calculer également le risque prud'homal que tu peux représenter pour ton employeur. Ça va te donner une tendance. Et aussi garder en tête que le calcul de ton indemnité minimum, tu la rajoutes évidemment aux indemnités supralégales que tu vas négocier. Donc, on va reprendre l'exemple de la personne qui est salariée depuis 4 ans dans son entreprise, qui touche 2 000 € bruts par mois. Alors, cette personne-là, elle peut prétendre à quoi ? Si on récapitule, si on résume. Donc, légalement, elle a le droit à un quart de son salaire brut par année d'ancienneté. Donc, on a dit que ça faisait 2 000 €. Donc, 2 000 € net. Auquel tu vas rajouter les 25 CP, si tu les as pas pris, on va dire, allez, tu as 25 CP. Donc 25 CP, le calcul des CP aussi, ça c'est un grand mystère. Mais 25 CP, on va dire que ça représente à peu près, 2500 €. Donc là, on est déjà à 4500 €. Tu rajoutes à cela le risque prud'homal que tu représentes, qui est donc de 8 000 €, puisque c'est 4 années d'ancienneté multiplié par 2 000 € de salaire brut, donc 8 000 €. Donc là, on est déjà à 10 500, c'est bien ça, hein, ouais, c'est ça, 10 500 €. Moi, je trouve que pour 4 ans d'ancienneté, c'est déjà pas mal. En réalité, en fait, là, tout mon déroulement, toute mon explication, je pense que quand tu as jusqu'à 5 ans d'ancienneté, c'est intéressant. Après, il y a des cas particuliers, mais en tout cas, si tu es dans ce contexte-là, c'est pas mal. Évidemment, tu peux demander plus. Si tu arrives à négocier plus, tu peux rajouter, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le delta sur ta perte de salaire, sur le chômage partiel que tu as subi sur l'année 2020. Si tu as perdu 2 000 € de salaire sur l'année, rajoute dans ton calcul ces 2 000 € là. Et également, en fonction de ton profil, de ce que tu as apporté à la société, je ne sais pas moi si l'année dernière, tu as fait un chiffre d'affaires de malade, je ne sais pas si tu as mené des actions qui ont rapporté de l'argent à ton entreprise, négocie aussi. Ça aussi, c'est un argument. Donc après, c'est à vous de prendre des informations sur ce que je vous dis et de les adapter à vos cas particuliers. Donc ça c'est, on va clôturer sur cet exemple-là. Et également, là j'y pense, je vais vous donner un conseil que ma petite sœur m'a donné, je la remercie d'ailleurs, je sais qu'elle va regarder la vidéo. N'oubliez pas de vérifier dans vos contrats d'assurance habitation si vous avez une assistance juridique. C'est une option qui coûte en moyenne entre 10 et 15 € à l'année et qui vous donne droit à une assistance juridique, c'est-à-dire à des conseils d'avocats. C'est en général une ligne téléphonique, vous avez une question, ils ont une réponse. En tout cas, ils vérifient les textes de loi et c'est hyper important d'avoir un interlocuteur que tu peux joindre n'importe quand, quasiment gratuitement, à 15 € par an pour avoir une assistance juridique, c'est pas cher. Donc ça, c'est un point très important. Et également, n'hésitez pas à appeler la directe. Donc la directe, c'est l'inspection du travail de votre département. Vous pouvez prendre rendez-vous sur leur site internet ou les appeler. Ils sont joignables par téléphone de manière assez facile finalement. Ils sont très accessibles. Et en fait, eux vont vous donner
toutes les informations légales. Donc n'hésitez pas à les appeler, à leur demander plus de précisions sur ce qu'est une rupture conventionnelle. Ils vous expliqueront évidemment mieux que moi et à la virgule près ce que c'est. Et ils vous donneront des conseils par rapport aussi à la situation actuelle. Donc n'hésitez pas, ça c'est 2 points importants, c'est gratuit et surtout c'est hyper efficace. Voilà, vous aurez vraiment l'information la plus précise et la plus juste, la plus fiable possible. Et je vais essayer de terminer quand même la vidéo sur une note un peu positive et optimiste. C'est perdre son travail, c'est pas la fin du monde en fait. C'est pas forcément super agréable. C'est vrai qu'il faut beaucoup de sang-froid pour négocier. Il faut un petit peu rentrer dans un jeu. Enfin, il faut rentrer dans un personnage. Il faut rien prendre de manière personnelle. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que je me suis jamais sentie aussi sereine cette année que depuis que je ne travaille plus. C'est vraiment bizarre à dire, mais effectivement, tant que j'étais en chômage partiel, je ne savais pas en fait, tout était flou. On travaillait quelques heures par-ci, quelques heures par-là, parfois pas. Au niveau de la communication, c'était difficile parce que de toute façon, la communication du gouvernement elle est compliquée. Qu'est-ce que tu veux que la communication au sein d'une entreprise elle soit fluide? C'est pas possible en fait. Donc en fait, j'arrivais pas à me projeter et c'est vrai que j'avais une espèce de boule d'anxiété qui commençait un petit peu à apparaître. Mais depuis que je ne travaille plus, que j'ai accepté le fait de négocier mon départ, je suis super sereine, même si effectivement j'ai pas de travail. On a la chance en France d'avoir un système qui permet de ne pas rester sans revenu de toute façon. Mais en tout cas, je me projette déjà sur autre chose et je me projette quand même dans un futur plus gai, malgré en fait, malgré la situation actuelle. Donc, si tu es mal, si tu doutes, je te promets que peut-être que la solution, effectivement, elle est dans la négociation de ton départ et probablement que tu te découvriras je sais pas, passionné par autre chose et que tu auras peut-être envie aussi, toi aussi, de créer ton propre emploi et d'être ton propre patron. En tout cas, voilà, là, je pars sur un autre sujet, ça n'a rien à voir avec le sujet initial. Je suis désolée, je pars un petit peu au gré de mes pensées. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo t'apportera en tout cas quelque chose. Peut-être une petite connaissance, une petite notion supplémentaire et au mieux un soulagement ou une main tendue, voilà. Bon écoute, je te dis à bientôt. Je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur en cette fin d'année. N'écoutez pas trop les messages anxiogènes qui arrivent à gauche, qui arrivent à droite, qui arrivent de toutes parts. Et profitez de vos familles, profitez de ces moments de temps libre pour faire des choses que vous aimez ou pour découvrir de nouvelles choses. Et puis, voilà, il faut avancer et puis il faut pas rester sur de l'amorosité, sortez, allez respirer dehors, faites des trucs quoi. Et puis moi, j'espère que je vous reverrai bientôt dans une autre vidéo et que je vous annoncerai des bonnes nouvelles. À bientôt, ciao!